Bonjour et bienvenue à cette portion du cours de nos cours de projet intégrateur en génie informatique et génie logiciel portant sur la gestion de projet. Mon nom est Jérôme Collin et aujourd'hui je vais vous présenter notre premier sujet, le cycle d'acquisition et les ententes contractuelles. Avant de débuter notre sujet d'aujourd'hui, on a ici une caricature, si on veut, du déroulement d'un projet en 6 étapes avec les problèmes rencontrés et surtout l'état d'esprit des gens qui y sont rattachés. Alors, évidemment, le but de notre volet gestion de projet dans le cadre de nos projets intégrateurs, c'est d'essayer de montrer certains concepts pour éviter de se retrouver dans une situation telle qu'on a décrite ici. Le cycle d'acquisition est ce processus par lequel une entreprise ou un organisme cherche à acquérir un bien ou un service, le plus souvent à l'externe, mais même à l'interne, et va se tourner vers des fournisseurs. Donc, on va regarder un petit peu plus formellement comment ça se passe, parce qu'en général, on va supposer que ce processus-là est complexe pour un projet d'une grande envergure, et on va voir aussi qu'il peut mener à des ententes contractuelles, et on va en voir de différents types. Il y a généralement 3 phases lorsqu'on désire se procurer un bien ou un service. Il y a d'abord la phase de réquisition dans laquelle on va essayer de préciser exactement ce dont on a besoin. La phase de sollicitation dans laquelle on va essayer de s'adresser à un ensemble de gens capables de nous fournir ce bien ou ce service. Et la phase d'allocation dans laquelle on va choisir le fournisseur retenu pour le bien ou le service qu'on cherche à se procurer. Dans la phase de réquisition, on va chercher à préciser nos besoins et porter une attention particulière aux coûts et aux échéances importantes. On va essayer aussi de confirmer les spécifications de façon très précise et dans le cas de projets assez importants, on va même former un comité ou un mécanisme qui va nous permettre éventuellement de juger des propositions qu'on va recevoir de l'extérieur pour être capable de sélectionner laquelle on va retenir. Et avant toute chose, souvent, on va se lancer dans l'identification de sources potentielles pour éviter de se retrouver les mains vides et même de contacter certaines de ces sources-là pour estimer si nos prix ou nos attentes sont conformes à ce qu'on peut attendre sur le marché une fois qu'on va aller vers l'extérieur. La phase de sollicitation est un peu plus complexe qu'on pourrait l'imaginer parce qu'on commence à publiciser nos besoins à l'extérieur. Dans le cadre de grands projets, souvent, on va même s'informer de la capacité d'un fournisseur à remplir nos besoins. On va, par exemple, faire des demandes d'information, request for information en anglais, où on va demander, par exemple, à un fournisseur précis, est-ce qu'il est capable de nous livrer des biens partout dans le monde en moins de 24 heures. Alors, on n'est même pas encore en train d'exprimer nos besoins, on a simplement demandé la capacité d'un fournisseur à remplir nos besoins. Lorsque notre besoin devient précis, en général, on va se tourner vers une demande de soumission ou de proposition, ce qu'on appelle plus communément les appels d'offres, le request for proposal, dans lequel on va interagir beaucoup plus avec les fournisseurs en vue d'échanger de l'information avec eux, et ça se fait assez couramment. Plus récemment, surtout en Europe, on a vu apparaître un nouveau type de sollicitation qui s'appelle les appels de solutions. Donc, plutôt que, par exemple, y aller directement avec un appel d'offres dans lequel on décrit des besoins pour un train, pour une route ou pour des chemins d'une façon ou d'une autre, si on a des problèmes de congestion dans une ville, par exemple, on va plutôt faire à l'appel de solutions et on va essayer de voir s'il y a des gens qui pourraient régler notre problème de façon un petit peu plus globale. Donc, d'essayer de dire on a un problème de congestion. Est-ce qu'il y a des gens qui voient une combinaison ou une solution générale qu'on n'a pas vue? Est-ce qu'il y a par exemple une solution qui combine le vélo, les routes et le métro qui pourrait être beaucoup plus appropriée avant même de commander les devis précis pour les trains, pour les routes ou pour des supports à vélo? Il peut arriver que le bien ou le service qu'on ait à se procurer soit relativement simple, au point où on ne va pas vraiment faire un appel d'offres, on va plutôt se tourner vers un autre type de demande qu'on appelle la demande de prix, ou le request for quotes en anglais. Dans une demande de prix, on va spécifier en général ce qu'on a besoin
et envoyer ça à quelques fournisseurs, recevoir les prix donc, et choisir la meilleure option. Souvent, on va le faire pour des biens, comme par exemple, on veut se procurer des tables, des chaises, des bureaux, donc des choses relativement simples dans un modèle précis. Alors, ça limite les échanges avec les fournisseurs. Il peut arriver aussi qu'on se tourne non pas vers un ensemble de fournisseurs, mais un seul qu'on a choisi pour toutes sortes de raisons. Il peut être le seul dans son marché, il peut avoir une très grande réputation, être très proche de nous physiquement ou pour toutes sortes d'autres raisons. Donc, c'est ce qu'on va appeler une entente de gré à gré. Souvent même, on parle de contrat gré à gré, mais en général, on va plutôt établir que c'est plutôt un seul fournisseur, donc ça limite la phase de sollicitation. On le voit aussi souvent apparaître dans des cas de corruption, il faut le dire. Donc, en général, l'entente gré à gré fait en sorte qu'elle n'est pas publicisée à l'extérieur, ce qui peut limiter des gens qui pourraient être intéressés à soumettre sur un certain type de contrat. Donc, le contrat gré à gré peut porter un petit peu à controverse, mais dans certaines situations, il est tout à fait approprié. Il y a un exemple de disponible sur le site Moodle du cours qui montre l'étendue de ce que peut être un appel d'offres complexe. Celui qui est en cause ici est de Statistique Canada pour un contrat pour le recensement de la population canadienne, donc à l'échelle nationale, en 2006. Alors, on peut voir qu'il y a de nombreuses annexes pour respecter toutes les politiques du gouvernement par rapport aux fumeurs, aux bâtiments, aux langues, alors à toutes sortes de situations. Et en plus, aux pages 20-21, on peut voir que c'est un contrat qui est en deux phases. Une première phase dans laquelle les deux parties vont essayer d'échanger, de se familiariser. Et si pour une raison ou une autre, une des deux parties n'est pas confortable à poursuivre le projet, eh bien, il y a une sortie de phase qui est prévue. Et à ce moment-là, le contrat se termine. Par contre, il y a après ça une autre phase qui est prévue si tout va bien avec la première phase et qui peut durer 4 ans. Donc, c'est souvent des phases extrêmement complexes, des enjeux extrêmement complexes. Et à ce moment-là, évidemment, le volume de la proposition va prendre de l'ampleur pour essayer de couvrir tous les besoins. Je vous invite à consulter cet exemple-là. Il est intéressant. Arrivera un moment où on devra sélectionner le fournisseur retenu et procéder à la négociation des derniers détails et éventuellement aussi d'une signature d'un contrat en bonne et due forme. C'est la phase d'allocation. Il y a plusieurs types d'ententes contractuelles possibles. On va en regarder 3 dans les acétates qui vont suivre. Avant de regarder les types de contrats possibles, on va se familiariser avec certains termes qui sont couramment employés. Donc, on va parler de coût cible ou de coût estimé. Donc, le contracteur, en préparant généralement ses études détaillées d'ingénierie, va établir un coût cible ou un coût estimé donc dans ses dépenses. Et c'est le coût qu'il va souvent se servir pour communiquer avec les fournisseurs. Même dans des contrats assez importants, on peut prévoir un profit cible ou un profit envisagé. Et on peut aussi parler de plafond et de plancher de profit pour les fournisseurs. À ce moment-là, on parle un peu plus de marge, où on se donne des plages pour établir un petit peu plus de flexibilité. On peut aussi parler de coût plafond, donc le montant maximal que le promoteur va s'engager à dépenser pour une situation donnée. On peut penser ici, par exemple, au cas des joueurs de la Ligue nationale de hockey et de leur salaire, qui est limité à 50% des revenus des propriétaires de clubs de l'année précédente, ce qui limite donc les dépenses qu'on peut faire pour les contrats de joueurs qui sont à renouveler, à s'assurer que ça ne dépasse pas 50% au total. On peut aussi, dans des situations très complexes, prévoir des formules de partage de coûts, de revenus, de dépenses, et tout ça peut être négocié selon une formule établie en vue de motiver un peu tout le monde et de s'assurer qu'il y a une certaine forme d'équité dans certaines situations. Il y a beaucoup de types de contrats possibles dans le monde des affaires, mais il y en a 3 qui vont retenir particulièrement notre attention. Il y a le contrat livraison clé en main ou à prix de ferme. À ce moment-là, le contracteur doit livrer un produit final et il va recevoir son paiement lorsque le client aura accepté livraison du produit. On le voit souvent dans le domaine du génie civil d'ailleurs.
Un contrat à terme ou temps plus frais est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en informatique parce qu'à ce moment-là, le contracteur est embauché, souvent pour son expertise d'ailleurs, et il s'engage à fournir un certain niveau d'effort, mais pas nécessairement un produit final. Il est payé donc à un tarif horaire et ça tombe un petit peu plus dans le mode qu'on appelle la consultation. Donc on le retrouve très fréquemment dans notre domaine. Le partage des économies est quelque chose qu'on voit couramment, par exemple, dans les contrats publics pour le partenariat public-privé, des exemples qu'on a eu beaucoup au Québec récemment. Et c'est beaucoup établi dans une situation où on voit que deux parties regardent une situation et voient qu'il y a des économies qui peuvent être faites si on procède d'une façon différente. Donc, ils le font et avec les économies générées, ils espèrent se partager un profit. Donc, on l'a vu assez récemment pour la construction d'hôpitaux, de routes, et souvent, ce type de contrat-là va s'échelonner sur une période, par exemple, de 30 ans. Donc, à ce moment-là, les économies sont générées sur une longue période de temps. Le contrat livraison clé en main possède certains avantages. Le premier, c'est qu'on a une certaine assurance des coûts finaux, tout simplement parce qu'on a fait le détail de l'ingénierie, de tout ce dont on a besoin. Alors, à ce moment-là, ça nous sert aussi doublement parce qu'on est assuré que si quelque chose dévie de ce qu'on a prévu, on en est assuré rapidement parce que le contracteur ne veut pas payer pour des imprévus, donc il va en parler au promoteur assez rapidement. Pour le promoteur, c'est aussi intéressant parce qu'il a un minimum de suivi à faire, parce que normalement tout est décrit dans ce qu'il a demandé, et il n'a qu'une inspection à faire à la fin avant d'émettre son paiement final. Dans les désavantages, le problème, c'est qu'il faut justement faire cette étude d'ingénierie-là et détailler tout ce qu'on veut, ce qui peut demander du temps et aussi coûter un certain prix. Il va aussi, par contre, falloir établir un certain mécanisme pour régler les différends lorsqu'ils se produisent entre ce qui avait été prévu et ce qui se produit d'exceptionnel. Toujours dans les désavantages du type de contrat clé en main, on va s'apercevoir aussi qu'on peut avoir besoin de plus d'argent et de temps pour monter tout le cahier de charges et spécifier tout ce dont on veut, et que ça peut aussi nous coûter plus cher d'aller à l'extérieur, trouver des soumissionnaires, d'autant plus que si notre projet comporte des risques assez importants, certains soumissionnaires peuvent dire non, moi je ne vais pas soumissionner là-dessus parce que c'est tout simplement trop risqué pour l'expertise que j'ai. Donc ça peut diminuer le nombre de soumissionnaires et ceux qui vont rester avec l'expertise peuvent augmenter leur prix. Dans le cas de travaux à très haut risque, évidemment, ça va faire aussi augmenter les coûts, justement parce que ça va être un très faible nombre de joueurs qui vont pouvoir soumissionner sur le projet en question avec l'expertise qu'ils ont. Dans les avantages du contrat à terme, on retrouve le premier, le plus important, c'est un niveau de flexibilité maximale pour le promoteur parce qu'il embauche quelqu'un et peut lui faire des choses assez variées. Ça réduit aussi beaucoup le temps de négociation et les coûts préliminaires pour détailler tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on veut. Ça permet une mise en chantier très rapide parce qu'on embauche le consultant et il peut être sur les lieux le lendemain sans qu'on ait besoin de tout spécifier. On peut lui expliquer au fur et à mesure. Ça permet aussi, et ça c'est important, de choisir le contracteur le plus qualifié qui n'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire. Donc en général, comme on embauche un consultant, on le paie d'abord et avant tout pour son expertise et pour notre manque d'expertise à nous qu'il vient combler en fait. Les désavantages du contrat à terme sont assez importants. Le premier, c'est qu'on n'a aucune assurance des coûts finaux puisqu'on n'a pas détaillé nécessairement tout ce dont on a besoin et qu'on sait moins où on s'en va avec ce type de contrat-là. Il n'y a aucun incitatif non plus pour la personne qu'on va embaucher à réduire les coûts et le temps qu'il va passer sur notre projet. Et ça permet aussi de spécifier des besoins qui sont coûteux par le promoteur. Et même si ces besoins-là deviennent un peu hors norme, ça peut même devenir dans la catégorie des changements excessifs au plan prévu initialement. Et ça entraîne évidemment une hausse de coûts et du temps de production qui peut devenir extrêmement important. Donc il faut tenir compte que ce type de contrat-là peut mener à des situations qui vont devenir hors de contrôle.
faut faire attention. Le partage des économies a plusieurs avantages. D'ailleurs, les gouvernements nous en ont parlé assez régulièrement dans les dernières années pour essayer de justifier le fait qu'ils vont avoir un contrôle absolu sur un contrat extrêmement complexe comme la construction d'un hôpital. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, comme pour le contrat clé en main, en général, pour le partage des économies, on a fait une étude d'ingénierie détaillée de ce dont on a besoin, ce qui nous assure donc une certaine confirmation des coûts finaux dans les meilleurs délais. Et souvent, les deux parties, le promoteur et le contracteur, ont fait leur analyse, donc ça nous donne même deux analyses pour le prix d'une. Ça assure aussi que le promoteur d'un avis rapide de tout délai ou une augmentation de coût due à des changements parce que les deux vont se parler assez régulièrement. C'est assez normal parce que les deux sont motivés à ce qu'il y ait un achèvement rapide du contrat parce qu'ils vont obtenir les économies et se les partager en bout de piste. C'est aussi une formule intéressante parce que deux parties partagent les risques financiers et les deux sont motivés à des économies possibles. Donc ça rend le partage des économies, donc tous les partenariats publics-privés par exemple, assez intéressant dans l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un dernier avantage du type de contrat de partage des économies, c'est qu'il est idéal pour établir une coopération promoteur-contracteur du début à la fin du projet, mais comme ces projets-là peuvent s'étirer sur de nombreuses années, comme par exemple la construction d'un hôpital ou d'une route, ça peut rendre la situation idéale justement pour la coopération, non seulement pour ce projet-ci, mais pour éventuellement d'autres projets dans le même domaine. Du côté des désavantages, c'est que ça requiert une certaine vérification des comptes par le promoteur. Comme par exemple, si un camion est utilisé par le contracteur pour divers projets, pas nécessairement juste pour celui avec le promoteur en question, l'usure du camion, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que ça peut être partagé à 3 à 4 projets? Est-ce qu'il a servi plus à un projet qu'à un autre? Alors, ça rend la situation un petit peu plus difficile à évaluer objectivement dans certains cas. Et évidemment, le désavantage principal, c'est le même que pour le type de contrat clé en main, c'est que ça requiert un achèvement des travaux d'ingénierie avant de négocier le contrat et donc il y a des coûts supplémentaires qui arrivent au départ. Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent mener à la sélection d'un type de contrat plutôt qu'un autre, outre la préférence et les caractéristiques dont on vient de parler? Eh bien, oui, il y en a plusieurs. D'abord, il y a le degré de risque pour les coûts et les échéances. Donc, selon aussi le degré d'urgence de livraison d'un produit, on peut être amené à aller vers un type de contrat plutôt qu'un autre. Il y a aussi l'incertitude et la complexité des spécifications et du problème auquel on fait face. Et il y a aussi le niveau de compétition dans un marché à un moment donné qui peut amener un nombre limité de fournisseurs qui peut jouer un grand rôle. Il y a aussi l'estimation des coûts, autant pour l'étude d'ingénierie détaillée que pour la réalisation du projet lui-même. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants à tenir compte lorsqu'on désire se diriger vers un type de contrat plutôt qu'un autre.